Est-ce que tu t'es déjà demandé comment une personne gentille, quelqu'un de sincère, d'empathique, de moral, peut en arriver à faire quelque chose de cruel, parfois même devenir méconnaissable? Imagine quelqu'un que tu aimes, quelqu'un en qui tu as confiance. Et un jour, tu le vois changer, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un que tu ne reconnais plus. Tu penses que c'est rare, que ça n'arrive qu'aux autres. Et si je te disais que non, que c'est en réalité un phénomène bien connu, documenté par les psychologues, observé dans l'histoire, et même en chacun de nous. Et ce qu'on va explorer ensemble maintenant, ce n'est pas seulement une question de psychologie, c'est un miroir qui nous oblige à nous demander, et moi, à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Il existe un phénomène qu'on appelle l'effet Lucifer. Il a été étudié par Philippe Zimbardo, un psychologue connu pour son expérience de la prison de Stanford. Ce qu'il a découvert est troublant, ce ne sont pas les mauvaises personnes qui font le mal, ce sont des gens ordinaires, comme toi et moi, placés dans certaines conditions. Le contexte, l'autorité, les rôles qu'on nous donne, tout cela peut nous faire basculer. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans son expérience. Des étudiants, répartis entre gardiens et prisonniers, en quelques jours seulement, les gardiens sont devenus abusifs, et les prisonniers complètement soumis. Ce n'était pas du jeu, c'était réel, et c'était effrayant. Pourquoi ça se produit? Il y a plusieurs forces en jeu. La première, c'est l'obéissance à l'autorité. Stanley Milgram a mené une expérience célèbre dans les années 60. Il demandait à des gens ordinaires d'envoyer des chocs électriques à une autre personne. En réalité, il n'y avait pas de choc, mais les participants le croyaient. Et malgré les cris, malgré l'inconfort, la majorité a continué. Simplement parce qu'une figure d'autorité leur disait « continuez ». Ils ne le faisaient pas par méchanceté, ils le faisaient parce qu'on leur disait que c'était bien. Et ce mécanisme existe encore aujourd'hui. Deuxième force, la déshumanisation. Quand on retire à quelqu'un son humanité, quand on le réduit à une étiquette, un groupe, une case, alors on peut lui faire du mal, sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on voit dans les discours politiques violents, dans les guerres, même sur les réseaux sociaux. Dès qu'on commence à dire « eux » au lieu de « nous », quelque chose se ferme, et l'empathie disparaît. Troisième force, les rôles sociaux et la pression du groupe. Quand tu es entouré de gens qui pensent ou agissent d'une certaine façon, il devient très difficile de penser autrement. Et si on te donne un rôle, tu finis parfois par t'y conformer, même sans le vouloir. Tout ça, ce ne sont pas des idées théoriques. Ce sont des réalités humaines invisibles, mais présentes dans nos vies quotidiennes, dans notre travail, nos familles, même dans nos amitiés. Et souvent, le glissement est progressif. On ne se réveille pas un matin en étant une autre personne. Ça commence par un petit silence, un compromis, un c'est pas si grave, et un jour, on regarde derrière soi et on ne se reconnaît plus. Alors, est-ce qu'on est tous vulnérables à ça? Et à ça? Et oui, absolument. Personne n'est immunisé. Même pas toi. Même pas moi. Carl Jung appelait ça l'ombre. C'est ce côté sombre qu'on porte en nous et qu'on ne veut pas voir. Mais si on refuse de le reconnaître, il finit toujours par sortir, parfois sous forme de colère, d'impatience, d'injustice. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y résister. Et ça commence par la conscience. Le psychologue Albert Bandura parlait aussi du désengagement moral. C'est cette manière qu'on a de justifier des actes qui, au fond, ne sont pas justes. On se dit tout le monde le fait, ce n'est pas ma faute. La fin justifie les moyens. Et petit à petit, on crée une distance entre ce qu'on fait et ce qu'on ressent. On ne se sent plus coupable, mais on s'éloigne de soi. Alors, comment rester aligné? Comment ne pas trahir ce qu'on est profondément? Il y a un mot-clé ici, le courage moral. Ce n'est pas une grande vertu héroïque, c'est cette petite force intérieure qui te pousse à dire non, à parler, à défendre ce qui est juste même quand c'est difficile. Et ce courage, ça se cultive. Clarifie tes valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Est-ce l'honnêteté, la justice, l'empathie? Prépare-toi mentalement. Demande-toi si j'étais confronté à une situation injuste, qu'est-ce que je ferais? Et surtout, entoure-toi de gens vrais, qui te rappellent qui tu veux être, pas qui tu dois paraître. Parce que même les petits gestes ont un impact. Soutenir quelqu'un, refuser une moquerie, rester fidèle à ses principes, même quand personne ne regarde. Socrate disait « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et cette phrase, elle nous oblige à regarder en nous.
Est-ce que j'ai déjà agi contre mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Est-ce que je peux me le pardonner et grandir? Tu vois, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Mais on peut apprendre, évoluer, choisir de faire mieux. Zimbardo appelait ça l'imagination héroïque. L'idée que chacun de nous, un jour, peut faire preuve de courage. Et pas un courage spectaculaire, un courage discret, mais réel. Parce que le vrai combat, il ne se joue pas sur un champ de bataille. Il se joue en nous, chaque jour, dans chaque choix. L'écrivain Solzhenitsyn disait « La ligne entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque être humain. Et cette ligne, elle bouge, elle danse, elle tremble. Mais elle est là. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un dilemme, souviens-toi de ceci. Tu as le choix, tu as la force, et tu peux être une lumière dans un monde qui en a vraiment besoin. »